Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. On est très heureux d'être avec vous ce soir, en même temps très frustrés de ne pas être plus près de vous. C'est malheureusement la caractéristique de cette campagne qui est singulière à beaucoup d'égards. Nous avons dû faire contre votre fortune bon cœur et vous adapter à cette situation sanitaire contraignante. Et c'est vrai que même si notre balance nous dit merci parce que nous épargnons un certain nombre de cocktails et festivités diverses, en revanche, ce qui fait quand même celle de la campagne, c'est-à-dire aller à la rencontre de nos confrères, nous fait défaut et nous manque beaucoup. Alors on essaye d'innover et de venir à votre rencontre comme nous pouvons. On a organisé un certain nombre de webinaires spécialisés et nous continuons à en faire encore demain et après-demain. Mais on souhaitait organiser un peu cette dernière grande manifestation de campagne qui aurait dû être évidemment à l'auditorium de la Maison du Barreau. Et c'est vrai que nous avons eu envie de nous intéresser et peut-être de mettre en valeur ce qui nous a conduit en réalité à nous présenter, c'est-à-dire un moment de croiser les chemins et un moment de doute, un moment de crise pour les avocats. On a un peu le sentiment que les avocats doutent de leur avenir à plusieurs égards. On fait le constat d'abord d'une situation économique dégradée. Et c'est vrai que dans notre campagne, cet axe économique est un axe absolument prioritaire, car l'économie, c'est aujourd'hui la préoccupation qui traverse le barreau. Je reprends à mon compte la métaphore que m'a donnée un ami, qui est de nous comparer, nous les avocats, aux comédiens. On est la seule profession comparable aux comédiens, avec d'un côté Gérard Depardieu qui émarge avec des cachets absolument impressionnants, et de l'autre côté, le dernier des intermittents du spectacle qui va toucher 1 000 € par trimestre. Chez les avocats, c'est un peu pareil. Il y a cette grande diversité, cette fragmentation, mais on a besoin de tous. On a besoin des associés des cabinets structurés internationaux parce qu'ils embauchent des collaborateurs, des stagiaires et qu'ils sont une richesse pour le barreau. On a aussi besoin de ce barreau de proximité. Notre démarche, elle est en effet d'essayer de rassembler l'ensemble de ses confrères sur les dénominateurs communs que nous pourrons trouver. Mais c'est vrai que le point commun, c'est en effet cette difficulté économique qui aujourd'hui traverse le barreau, des avocats qui exercent à titre individuel éventuellement sur au judiciaire et qui sont peut-être fragilisés, jusqu'aux cabinets structurés qui le sont aussi parce que parfois leurs clients sont dans la difficulté. Mais le constat que nous faisons, ce deuxième constat de crise, c'est aussi un constat de crise d'identité. On a le sentiment que l'avocat, la place de l'avocat s'est affaiblie dans l'espace public depuis quelques années, que les avocats se sentent un peu fragilisés, ne se sentent pas véritablement considérés. Ils se sentent submergés par un certain nombre de réformes, on y viendra sûrement tout à l'heure, parfois pas très bien ficelées, il faut quand même bien le dire, attentatoires à leur liberté dans un certain nombre de cas, et sans véritable concertation. On a un peu ce sentiment permanent qu'une réforme arrive, on a à peine le temps de l'absorber, une autre vient nous submerger. Et c'est vrai que les avocats ont un peu ce sentiment de dépossession. C'est un peu ce qu'on peut appeler une forme de crise d'identité. Et puis, on est dans une période extrêmement particulière. Là, je ne parle pas seulement de la profession, mais je parle en dehors de la profession, puisqu'on a un contexte sanitaire évidemment extrêmement particulier. On a un contexte de terrorisme qui rend les choses également extrêmement difficiles et qui oblige à un équilibre entre ces contraintes sanitaires et de sécurité avec la question des libertés et la préservation des libertés individuelles et des libertés publiques qui sont à l'évidence dans l'ADN et dans le cœur de l'avocat. Et c'est aussi à cela que nous avons voulu nous intéresser ce soir. Parce qu'il nous semble tout à fait important que les avocats jouent leur rôle de vigie des libertés. L'expression pourrait paraître galvauder des années dans cette question des libertés. Alors, pour évoquer ces trois thèmes, la crise économique, la crise des libertés et la crise d'identité, nous avons le plaisir d'avoir ce soir avec nous Antoine Chatin, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre, Carbon de 16, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre, Aurélie Soria, qui est avec nous, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre, et last but not least, Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture, ancien garde des Sceaux
et plus récemment, ancien défenseur du droit. C'est une très belle institution et il l'a superbement incarné et il nous fait plaisir d'être avec nous ce soir. Donc merci à tous pour votre présence et pour nous donner l'occasion de partager ces thématiques qui nous sont chères. Nous allons commencer par les thématiques économiques et je donne la parole à Antoine Chapin. Oui, merci Julie, merci Vincent. La crise que subissent les avocats aujourd'hui est à l'image de la crise que subissent les entreprises, c'est-à-dire qu'elle apparaît sous différentes formes et elle touche différemment les avocats. Il y a de très nombreux avocats qui sont touchés par cette crise, ceux d'abord qui sont sur des secteurs touchés eux-mêmes, c'est-à-dire l'automobile, l'aéronautique, et ceux qui travaillent avec les restaurateurs, les hôteliers, effectivement connaissent de grandes difficultés. Les cabinets individuels également, qui se trouvent sur des domaines et qui ont déjà subi la grève. Je pense à tous les avocats en commission d'office qui travaillent sur l'aide juridictionnelle et qui travaillent dans des domaines où la justice a été véritablement bloquée, en droit pénal, en droit familial. Ces avocats-là, effectivement, subissent la crise de plein fouet. Mais de manière assez paradoxale, toute une autre catégorie d'avocats, eux, bénéficient de la crise. Ceux qui travaillent sur les nouvelles technologies, qui travaillent en droit des assurances, qui travaillent sur le droit fiscal, le droit social, ont plutôt pas mal d'activités. Et de manière assez paradoxale aussi, les cabinets d'affaires, aujourd'hui, s'en tirent plutôt bien. Et on dit que finalement, cette crise pour les cabinets d'affaires, ça a été un peu plus de peur que de mal. Un peu plus de peur que de mal. Alors, c'est vrai que d'abord, il faut rappeler que le CNB avait fait un sondage où ils avaient annoncé, pendant pleine crise du premier confinement, que 30% des avocats quitteraient la profession d'ici la fin de l'année. À ce jour, ce n'est pas le cas. Et en tous les cas, à l'Ordre de Paris, on ne constate pas un départ de 30% des avocats et les lots de prestations de serment continuent d'être remplis. C'est-à-dire que les personnes, les jeunes avocats prêtent serment et il n'y a pas de départ massif des avocats. Donc, on n'a pas ce qui était envisagé, en tous les cas, cette crise à ce point qui conduirait 30% des avocats à quitter la profession, ce n'est pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est de comparer cette crise à celle de 2008, puisqu'en 2008, il y a eu une crise importante et qui a vu les cabinets d'affaires très touchés. Et les cabinets d'affaires, à cette époque-là, avaient fait le choix de licencier les salariés et de réduire, et de se séparer de collaborateurs et de réduire dans de très importantes proportions leurs équipes de collaborateurs. Et ce qui s'est passé, c'est que quand l'activité est repartie, ils ont eu de grandes difficultés à pouvoir répondre aux demandes de leurs clients parce qu'ils n'avaient plus les équipes qui étaient en place. Et ce qui est assez frappant dans la crise d'aujourd'hui, c'est que les cabinets d'affaires ont retenu les leçons de cette crise. Et il semblerait qu'aujourd'hui, il n'y ait eu assez peu de licenciements de salariés et assez peu de départs de collaborateurs dans les cabinets d'affaires. Il y en a eu, mais pas dans les proportions auxquelles on s'attendait et rien à voir avec 2008. Alors, on peut l'expliquer de plusieurs manières. La première chose, c'est qu'en 2008, il n'y a pas eu toutes les aides qui ont été données. Et cette fois-ci, pour cette crise, il y a eu quand même de nombreuses aides. Il y a eu le PGE, il y a eu les reports de cotisations ordinales, les cotisations URSSAF, les cotisations CNBF ont été reportées, voire même certaines reportées à l'année prochaine, en 2021. Et puis, les cabinets d'affaires ont fait le choix de réduire la rémunération des associés, parfois drastiquement. Certains associés ont arrêté de se rémunérer, ce qui est nouveau à notre connaissance dans les crises que l'on a connues. C'est, je crois, la première fois que de manière assez importante, les associés des cabinets d'affaires ont renoncé à se verser des rémunérations et ont décidé de réduire en fait les charges par la réduction de la rémunération des associés et en s'attaquant à d'autres charges, mais en préservant plutôt les équipes et en préservant les salariés, les collaborateurs des cabinets. C'est pas vrai à 100%. Il y a eu des cabinets qui ont licencié, mais de manière plus marginale, en tous les cas de manière moins importante qu'on ne le pensait. Il y a une étude qui a été faite par le CNB, donc au mois de mars, il y en a une autre au mois de juin,
il y a eu un journal dont j'ai plus le nom en tête qui a fait également une étude auprès de ses lecteurs, plutôt des cabinets d'affaires, et ils aboutissent à peu près au même résultat. C'est-à-dire que 71% des cabinets d'affaires ont maintenu les rétrocessions des collaborateurs. Il y a eu quelques cabinets qui ont décidé de réduire les rétrocessions, de ne pas se séparer des collaborateurs et de réduire les rétrocessions, mais 71%, donc une très large majorité, ont maintenu la rétrocession des collaborateurs. Seulement 14% des sondés ont vu leur activité totalement arrêtée. Les autres, c'est marginal, voire pas du tout, à hauteur de 30 ou 40%. 86% des associés ont vu leur rémunération baisser, partiellement ou totalement. Et 63% ont mis en place le télétravail, car effectivement, c'est aussi une nouveauté de cette crise, c'est qu'il y a eu le recours de manière importante au télétravail. Et 79% des cabinets n'ont pas licencié et 69% ont fait appel au PGE. Et on retrouve en fait, puisque je suis encore à la commission financière, en tant qu'ancien trésorier de l'ordre que j'ai été pendant 2 ans, et on se rend compte à l'ordre qu'effectivement on s'attendait à un afflux de procédures collectives au mois de septembre et octobre. De même qu'au tribunal de commerce, pour les entreprises, on s'attendait à un afflux de procédures collectives qui n'ont pas eu lieu. Il y en a eu, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il n'y a pas eu l'afflux qu'on attendait et qu'on craignait de procédures collectives. De même qu'il a été mis en place des aides. Hein. Alors, il y avait été mis un budget d'aide au moment des grèves et ces aides ont été très peu utilisées, très peu demandées pour les grèves. Il y a eu un deuxième budget très important de plusieurs millions d'euros qui a été mis à disposition par l'ordre pour le Covid. Aujourd'hui, il y a eu à peu près 500 avocats qui ont demandé, bénéficié de ces aides. C'est donc des informations qui se recoupent. Et aujourd'hui, quand on interroge les cabinets d'affaires, ils ont plutôt le sentiment que finalement, l'année ne va pas être si mauvaise que ça, les mauvais départements pouvant être compensés par les bons départements qui ont plutôt une suractivité qu'autre chose. La vraie crainte, en fait, c'est sur 2021. On a le sentiment qu'on est un peu en lévitation, qu'on a bénéficié de toutes ces aides, que le navire, quelque part, a pu continuer de fonctionner avec le stock des dossiers. Hein, même en activité M&A, les fusions-acquisitions qui n'avaient pas eu lieu sont en train de se réaliser. Mais en fait, la grosse crainte, c'est sur 2021, où là, il n'y aura plus ces aides, il n'y aura plus ces reports de cotisation, de charges, où là, les entreprises risquent d'avoir davantage de dépôts de bilan, davantage de difficultés, et donc de difficultés pour les avocats à avoir des missions, des difficultés pour les avocats à être payés, et il y a une vraie crainte de baisse d'activité plutôt sur 2021. Voilà comment on peut faire une analyse aujourd'hui, en tous les cas, telle qu'elle ressort des sondages, telle qu'elle ressort des informations qu'on peut recueillir par l'ordre. Donc, des avocats très, très touchés et fortement touchés, et puis d'autres moins, voire d'autres qui bénéficient, comme les entreprises, finalement, dans certains secteurs de cette crise, en ayant une activité un peu importante. Mais globalement, c'est un peu moins grave que ce que l'on imaginait. Mais voilà, la question, c'est ce deuxième confinement et la question, c'est de 2021. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va avoir une reprise en V comme on l'imagine? Alors, comment faire face à ça? Comment faire face à cette crise? D'abord, c'est de bien structurer ses coûts et de veiller à avoir ses coûts toujours structurés avec, j'ai toujours l'habitude de dire, du triptyque, c'est-à-dire ce qu'on est capable de générer comme avocat au travers des dossiers rentrés, au travers de ce que l'on travaille, des encours qu'on fabrique, et puis des facturations, et deuxième tableau, la facturation, et puis troisième, les impayés. Voilà, et une surveillance comme un métronome, parce que souvent, ce qu'on voit dans les avocats qui sont en difficulté à l'ordre, c'est souvent des personnes qui n'ont pas ces monitoring-là, c'est-à-dire c'est vraiment de bien regarder quelles sont les structures de coûts, les structures de dépenses, et de bien mettre en adéquation ces structures de coûts en essayant de voir bien précisément les honoraires qui vont rentrer grâce au dossier et grâce aux honoraires générés, en veillant bien évidemment à surveiller les impayés. Et puis surtout, c'est qu'on a vu quelque chose qui s'est passé pendant cette crise, c'est la communication. Je crois que les avocats ont super communiqué, objectivement.
on a vu des webinars, on n'a jamais vu autant de communication, de propositions, de formation par les cabinets, de participation à des webinars organisés par les cabinets. Je trouve que c'est fantastique. Les avocats ont été formidables de réactivité en termes de communication, d'inventivité, et je crois que c'est important de le faire, quoi. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus les moyens traditionnels, hein, comme tu le rappelais, Julie, de rencontres, de restaurants, d'invitations, de réseaux et autres. Donc, c'est par les réseaux sociaux qu'il faut y aller en choisissant un modèle de structure et en s'y tenant. Mais surtout, je voudrais dire qu'il faut ne pas hésiter quand on est en difficulté à aller voir l'ordre. Parce que le problème que l'on a souvent, c'est qu'on arrive trop tard. À l'ordre, il y a des personnes qui accompagnent, qui aident véritablement. Il y a un service social qui a été entièrement restructuré par Madame Le Bâtonnier et Marine Perron avec l'aide de Pascal Lallaire, pardon, qui a vraiment restructuré le service. Et aujourd'hui, le sujet, c'est, et s'il y a un travail à faire, c'est de pouvoir remonter en amont le plus possible pour pouvoir prendre l'avocat dès le début de ses difficultés et l'accompagner et l'aider. Et je pense que ça, c'est ce que peut faire l'ordre, c'est aider les avocats le plus tôt possible dans les difficultés qu'ils rencontrent. Il y a des possibilités avec l'URSSAF, avec l'administration fiscale, avec l'ordre, avec les différentes cotisations, et puis l'aider à restructurer parfois un mode de fonctionnement qui ne correspond plus à une réalité. Et il y a ça, il y a le barreau entrepreneurial, quoi. Il y a plein de choses à l'ordre qui permettent d'aider les confrères pour les aider à s'ouvrir et à ne pas rester isolés, seuls, enfermés dans les difficultés, pour les partager. Je ne parle pas des associations, il y en a, je ne sais plus combien, un nombre incalculable d'associations qui permettent de rencontrer les confrères, de partager avec les confrères des expériences qui sont toujours utiles. Merci Antoine. En résumé, on est assez d'accord sur le fait que oui, on a le sentiment d'être un petit peu assis sur une bombe à retardement, qu'en effet, les confrères ont beaucoup utilisé manifestement le PGE, ce qui fait qu'on n'a pas encore cet effet de crise, mais que vraisemblablement il risque d'y avoir une réplique sismique et un effet retard qu'on risque de ressentir en 2021, en espérant que ce sera en effet le moment de la reprise et que ce choc sismique sera absorbé en effet par cette reprise. Et je te rejoins sur le boulot formidable que fait le service économique et social de l'ordre. Et je crois qu'il faut qu'on arrive d'une façon ou d'une autre à supprimer ce sentiment de honte qu'ont parfois les confrères. C'est vrai qu'il y a quand même dans l'imagerie populaire encore une image de l'avocat nanti, qui est quand même encore considéré comme un notable, alors qu'on sait que c'est très loin de la réalité. Et il faut essayer d'atténuer ce sentiment de honte et de tendre la main à nos confrères. Il y a des mécanismes à l'ordre pour détecter les signaux faibles, je pense notamment au visa, entre autres, qui fait qu'on sait quand un confrère est assigné par la CNDF, etc. Mais il faudra vraisemblablement renforcer ce service économique et social qui, encore une fois, fait un boulot remarquable, aussi bien en ce qui concerne la prévention qu'en ce qui concerne le traitement des difficultés quand elles surviennent. Ça nécessite, à mon sens aussi, de faire des statistiques, bon, le mot est là aussi un peu galvaudé, mais en tout cas qu'on ait des éléments chiffrés un peu plus précis que ce qu'on a pour le moment, parce que par exemple, on a une idée assez vague du nombre de procédures collectives d'avocats à Paris ouvertes par an. On sait qu'il y a à peu près une centaine de procédures collectives, mais il faudrait qu'on ait des éléments chiffrés un peu plus clairs pour pouvoir analyser et prévenir un peu mieux. Et je pense qu'il ne faudra pas hésiter, en effet, à mener une vraie politique sociale pour ne laisser aucun avocat au bord de la route. Ça fait clairement partie de nos priorités. Alors, on peut avoir, mais il faut voir les choses aussi de façon positive, hein, c'est-à-dire qu'on est évidemment convaincu de la nécessité de ces deux pieds, c'est-à-dire le pied social et l'aide au développement, et c'est vrai que ce sont deux faces de cette réalité. Il faut évidemment développer aussi le barreau entrepreneurial qui forme les confrères, beaucoup, notamment aux techniques entrepreneuriales, management, à l'élaboration de business plan, etc. Il faut de plus en plus aider les confrères à être des entrepreneurs. On vient de sortir du débat organisé par la CE dont le thème était justement l'avocat entrepreneur. On doit évidemment, avec l'ordre, promouvoir
ces formations de façon à ce que les confrères ne soient pas seulement de bons juristes, mais soient aussi des entrepreneurs qui prennent en main le développement de leurs activités. Carbon, c'est ton tour sur notamment les questions de collaboration libérale, qui sont aussi des thématiques qui nous tiennent à cœur, et du périmètre de la consultation juridique. Oui, merci Julie, merci Vincent de m'avoir convié. Je suis ravi de venir travailler avec vous. Pour compléter le tableau très complet que vient de brosser Antoine, il n'en va pas très différemment de la situation de la collaboration, de la situation globale des cabinets, et c'est cohérent. Pourquoi? Parce qu'on a souvent eu à pâtir du fait que l'étude du sujet de la collaboration était un sujet qu'on pouvait décorréler de l'état général du barreau et des questions qui s'y posent, notamment en termes de carrière. J'ai lu les mêmes études qu'Antoine et on retrouve les mêmes lignes forces. Alors, si vous permettez, je vais quand même vous rappeler quelques chiffres qui concernent le barreau de Paris. La proportion des trois grands groupes qui constituent le barreau sociologiquement n'a pas varié depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu plus du tiers en un exercice individuel, un deuxième tiers qui est constitué des associés des différentes structures d'exercice professionnel, et un troisième tiers un peu plus important qui est constitué des collaborateurs. Et ces collaborateurs se répartissent comme suit: 95% en collaboration libérale, 5% en collaboration salariée, et cette proportion, elle non plus, n'a pas bougé depuis un peu plus de 15 ans. Donc, l'augmentation du nombre de confrères au sein du barreau de Paris, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, le barreau de Paris n'a pas une grande spécificité parce qu'au plan national, on a exactement les mêmes proportions. Eh bien, le nombre, la population globale augmente, mais la répartition au sein de celle-ci est stable. Alors, le sujet qui atteint la collaboration libérale, c'est un sujet presque schizophrénique, c'est-à-dire que dans les mêmes analyses qu'ont révélé les études du CNV et du barreau de Paris à travers ces différents questionnaires, et il y en a un qui est en préparation, mais dont les résultats seront connus à la fin du mois. Je ne pense pas que ça va démentir sur ce terrain ce que nous savons déjà. Il y a un problème de positionnement du collaborateur qui souvent, s'agissant du collaborateur libéral, se plaint de ne pas pouvoir développer sa clientèle personnelle, ce qui est le principal critère de la qualification de son contrat, et qui se considère de plus en plus comme un salarié qui n'en aurait pas les avantages et qui donc est en quête de ces avantages. Il y a certaines conquêtes qui ont été obtenues, notamment en matière de parentalité, en matière de congé, en matière de préavis. Et puis, il y en a d'autres sur l'exercice quotidien de la collaboration qui restent des vrais sujets. Et là, on ne peut pas trahir le postulat initial, c'est-à-dire que la collaboration s'inscrit dans un cadre général, ne pas revenir sur le cadre historique. C'est-à-dire que la collaboration libérale a été pensée à une époque où l'économie du barreau n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui, et elle a été pensée comme une phase transitoire dans la carrière. C'est-à-dire que le statut de collaborateur ne pouvait conduire à terme et à assez brève échéance qu'au statut d'associé au sein de la structure, dans une autre structure, ou en tout cas à terme à une installation qui excluait le cadre collaboratif. Et la lame de fond qui se profile, parce que je partage l'analyse d'Antoine, aujourd'hui, on ne peut pas mesurer les conséquences de la Covid. Mais on sait que, puisque les chiffres d'affaires vont faire l'objet d'appels de cotisation, d'imposition directe en N+1, on sait qu'en 2021, ça risque de tanguer pour beaucoup de cabinets. Et si ça tangue pour beaucoup de cabinets, ça va également tanguer sur le marché de la collaboration.
à telle enseigne d'ailleurs que le dogme même de la collaboration libérale a commencé à vaciller pendant le premier confinement. Et on peut noter d'ailleurs, ce qui est très heureux, c'est que les cabinets se sont très largement, très bien tenus à l'égard de leurs collaborateurs. Beaucoup d'associés, Antoine le disait, dans les cabinets d'affaires, mais aussi dans ceux qui ont une pratique judiciaire, ont continué à privilégier le maintien de leurs équipes plutôt que la rémunération des associés. De sorte que ce que les esprits pessimistes redoutaient ne s'est pas passé. Les collaborateurs ne sont pas considérés comme une variable d'ajustement. Ça veut dire qu'il y a toujours ce réflexe confraternel. Il faut rappeler qu'un collaborateur, c'est d'abord un confrère. Et par conséquent, là-dessus, le barreau de Paris s'est extrêmement bien tenu dans sa globalité. Il y a eu évidemment des comportements blâmables, mais dans l'immense majorité, le barreau de Paris s'est bien tenu. Et le défi que vous aurez à relever tous les deux, c'est précisément les conséquences de 2021 pour que tout le monde continue à bien se tenir. Et ces défis sont de deux ordres. Étant donné que l'école de formation continue à avoir des promotions qui sont très conséquentes d'un point de vue numérique, eh bien, il va falloir d'abord savoir si nous sommes en capacité d'accueillir ces futurs collaborateurs qui sortent de l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et les statistiques d'Antoine sont vérifiées, nous accueillons les collaborateurs qui sortent, mais nous n'avons pas encore les effets de la crise. Reste à savoir si, précisément parce qu'on privilégie nos équipes en place, nous continuerons à pouvoir accueillir les promotions qui vont sortir. Et la deuxième chose, c'est de continuer à protéger les collaborateurs de nos cabinets. Et pour ça, très concrètement, vous allez avoir à relever plusieurs défis, notamment celui de savoir si la collaboration salariée ne devient pas un mécanisme de protection des cabinets avant d'être ceux des collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'ils offrent un amortisseur social qui est bien plus conséquent que pour la collaboration libérale. Dans la mesure où vous devenez éligible au chômage partiel, vous préservez vos équipes de façon beaucoup plus efficace à travers un contrat de collaboration salariée qu'à travers un contrat de collaboration libérale. Or, je vous rappelle qu'à Paris, nous n'avons une population de collaborateurs salariés qui n'est que de 5% de la population totale des collaborateurs, qui est un peu plus de 20 000 confrères. Ça, c'est le premier sujet, c'est de savoir dans quelle mesure il va falloir pouvoir continuer à favoriser pour les cabinets qui le souhaiteront, que nous sommes une profession libérale, donc nous décidons, ce n'est pas à l'ordre de décider pour nous comment nous gérons nos cabinets, mais savoir s'il y a des mécanismes qui peuvent favoriser la collaboration salariée, et je crois qu'il existe des leviers, mais on y reviendra sans doute dans la discussion avec vous, pour les cabinets qui le souhaiteront. Alors, la deuxième... Ça va, Carlo? Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, on t'a retrouvé. Ouais. C'est bon. Non, on a perdu. Ouais. Alors, en attendant peut-être le retour de Carbon, en effet, sur ces questions de collaboration, là encore, en référence aux thématiques abordées par la CE dans le débat tout à l'heure, la question qui nous était posée, c'était pour ou contre l'antagonisation des relations entre les associés et les collaborateurs. Évidemment, nous sommes contre l'antagonisation de ces relations, ça va de soi. Et on pense en effet, et Carbon a parfaitement raison, et c'est ce que nous faisons dans nos présentations, nous rappelons sans cesse que les collaborateurs et les associés sont avant tout des confrères et qu'ils doivent pouvoir se parler entre confrères, que les patrons, entre guillemets, sont vraisemblablement pour la plupart d'anciens collaborateurs, que les collaborateurs sont futurs patrons et que, à l'évidence, on doit pouvoir se parler. Il y a une des questions, alors il y a la question du salariat, Carbon a raison, comme amortisseur social, mais faut-il encore que les cabinets l'assument? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cabinets qui auraient vraisemblablement vocation à salarier leurs collaborateurs, qui ne sont pas de véritables libéraux,
mais malheureusement, ces cabinets-là ne l'assument pas forcément, sans doute pour des raisons de charge sociale. Mais il faut peut-être arriver à leur vendre, comme le disait Caron, ça peut, dans certains cas, être leur intérêt aussi. Mais il y a une autre question qui est tout à fait d'actualité, c'est la question du télétravail, du travail à domicile, peu importe la façon dont on l'appelle. Ça, c'est un peu une thématique qu'on a rencontrée dans le cadre de la campagne, parce que notamment les compétiteurs préconisent dans leur programme le fait de mettre dans le contrat de collaboration une clause de télétravail pour permettre le télétravail. En réalité, de fait, le télétravail est permis et de fait, de toute façon, dans cette situation sanitaire, on n'a pas véritablement le choix. Nous sommes plutôt adeptes d'une forme de souplesse et justement toujours dans cet esprit partenarial, si l'on peut dire, entre le cabinet et les collaborateurs, tout simplement d'abord parce que je trouve qu'on manque de recul, c'est-à-dire qu'on est dans cette situation très particulière avec premier confinement, deuxième confinement, on ne sait pas du tout combien tout cela de temps tout cela va durer et on estime qu'à ce stade on manque de recul et qu'il faut peut-être voir quand, à l'issue de cette crise, comment les choses vont effectivement se décanter. Et vraisemblablement, du coup, faire preuve d'un peu de souplesse. Peut-être faudra-t-il évidemment changer nos pratiques parce que de fait, elles auront changé. Et peut-être faudra-t-il entrer dans un mode un peu plus contraignant, mais nous ne sommes pas certains que ce soit en effet la bonne méthode. On voit d'ailleurs un peu un changement de position des collaborateurs entre le premier et le deuxième confinement. Le premier confinement, de toute façon, il n'y avait pas le choix, tout le monde était chacun entre guillemets chez soi. Mais c'est vrai qu'à l'occasion de ce deuxième confinement, on sent une demande plus forte des collaborateurs et d'ailleurs des salariés de revenir travailler au cabinet un jour ou deux par semaine au moins. Et voilà. Et donc, il faut en toute hypothèse recréer ce lien, enfin, en tout cas ne pas le perdre et faire en sorte que la bonne organisation du cabinet se fasse de manière consensuelle entre les uns et les autres. Ça pose aussi la question de la nécessaire digitalisation de nos cabinets parce que nous ne sommes pas égaux devant ce télétravail. Les cabinets structurés, à l'évidence, sont extrêmement équipés avec des logiciels métiers. On peut tout à fait travailler à distance sans la moindre difficulté. Mais dans certains cas, c'est moins évident que cela. Et puis, il faut savoir aussi jusqu'où on va demander au cabinet d'aller en termes d'investissement pour leurs collaborateurs. Parce que le collaborateur, est-ce qu'il faut offrir un ordinateur aux collaborateurs? Comment on permet aux collaborateurs d'exercer selon toutes ces modalités. Donc voilà un peu en substance les thématiques que cela pose. On a évidemment dans notre programme pas mal de propositions que nous faisons et notamment justement sur la question de la formation au numérique car nous estimons que c'est un facteur à l'heure actuelle de fragmentation du barreau et nous devons réduire justement cette fracture numérique et donner une culture un peu commune sur le plan numérique à l'ensemble de nos confrères, quelle que soit leur maturité. Donc, on aimerait mettre en place une vraie école du numérique, un vrai cycle de formation avec un volume horaire important, un peu à l'image, par exemple, de ce que fait l'IFOMEN pour les modes alternatifs de règlement des conflits, et de façon à ce que nos confrères soient formés de manière égale sur les problématiques, les techniques nouvelles, par exemple le legal design, le marketing digital, et puis aussi sur des choses plus substantielles, par exemple la cybersécurité, la question de données, une question tout à fait centrale que nous devons aussi traiter. Nous souhaitons également mettre en place un fonds d'investissement. Peut-être que ça ne plaira pas à l'ancien trésorier de l'ordre, mais je pense que ça vaut la peine en effet d'investir dans un certain nombre de legal tech parce que les avocats sont très inventifs et il faut que nous soyons les concurrents de nos concurrents sur ces pratiques innovantes et à l'évidence, l'ordre doit là aussi jouer un rôle sur la modernisation de ces pratiques et encourager les innovations qui sont faites par les avocats pour les avocats. On est content d'avoir retrouvé Carbon. Voilà. Carbon, est-ce que tu voulais dire un mot pour conclure sur cette problématique? Non. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu'au bout? Je ne sais pas si j'ai eu des problèmes de connexion là, visiblement. A priori, oui. J'ai du coup repris la main pour… Bon, parfait. Merci d'avoir pallié à cette carence digitale. Sur le salariat et évoquer les problématiques, notamment de télétravail, qui sont au cœur des préoccupations des confrères aujourd'hui. Alors, deuxième grand thème, c'est celui du rôle des avocats face aux atteintes aux libertés publiques.
public. Problème, en tout cas thématique tout à fait centrale, puisqu'on le sait, l'ADN des avocats, c'est la défense des libertés. Et je donne la parole à Jacques Toubon, s'il veut bien la prendre. Jacques, c'est à toi. Il faut que tu mettes ton micro est coupé, il faut que tu... Le micro, il faut le remettre dans les. Je reste en sourdine. Parfait. Tu m'entends? Voilà, très bien. Il m'a dit rester en sourdine. Je trouvais que c'était un conseil assez abusif, mais voilà. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité et merci aussi avec tout ce que je viens d'entendre là, qui ne porte pas sur des questions de fond, de droit, mais du point de vue de la vie de la profession est vraiment extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Vous m'avez demandé de parler un peu d'un sujet qui est naturellement de toute actualité aujourd'hui, et en particulier d'ailleurs cet après-midi où commence un débat sur une loi sécuritaire qui comporte des dispositions assez problématiques en termes d'exercice des libertés, et en particulier la liberté d'expression et la liberté de manifester. Mais ce n'est pas seulement l'actualité qui me paraît donner beaucoup d'intérêt à ce sujet. Je veux dire l'actualité de l'état d'urgence sanitaire, l'actualité de l'ancien état d'urgence terroriste et des dispositions qui en demeurent, ou tout l'appareil de texte qui a été depuis maintenant 2013 en gros, la première loi sécurité, la première loi sur le renseignement, empilée dans un objectif sécuritaire. Je pense qu'il y a une tendance de fond et qui est une tendance dans tous les pays et dans tous les pays démocratiques et naturellement dans ceux qui le sont moins. C'est une tendance à remettre en cause les droits fondamentaux, les droits de l'homme, au nom de simplement l'identité, la nation, le peuple, la protection des populations, enfin, etc. Et tout ça conduit à ce qu'on connaît bien partout, l'illibéralisme, l'autoritarisme, l'identitarisme, le nationalisme, les partis et les gouvernements réactionnaires, et ceci est partout. Je ne veux pas épiloguer là-dessus, c'est un sujet que j'ai au cœur à l'heure actuelle, mais quand vous regardez, ne serait-ce que simplement l'hémisphère nord de l'Amérique à l'Europe, vous voyez partout, y compris de manière surprenante, ce qui s'est passé en Italie et qui n'est pas encore fini, mais ce qui est en train de naître en Espagne avec ce mouvement Vox qui fera partie de la majorité sûrement l'année prochaine et dont le programme est extrêmement simple. C'est le retour à Isabelle la catholique. Voilà, et sur tous les plans. Sur tous les plans. Bon. Et ceci, donc, à ça, qui est un fond politique qui mérite vraiment d'être prise en considération, et bien entendu, dont l'élection et le parcours de Trump est une illustration massive, la plus massive et la plus spectaculaire. Nous avons, s'ajoute à ça, un état de l'opinion qui est naturellement sidération, passivité, prêt à tout, je dirais, et à tout accepter, et ceci partout, mais naturellement en particulier dans un pays comme le nôtre. Et troisièmement, le troisième phénomène, c'est que naturellement la réaction la plus commune dans ce contexte-là, qui est un contexte très favorable à la régression
et à la remise en cause des acquis de 250 ans dans notre pays, ou aux États-Unis, c'est la même temporalité, s'est manifesté par la mise en œuvre de dispositions politiques et juridiques et économiques et sociales qui sont exceptionnelles. Et qui sont exceptionnelles parce que, en particulier, elles abolissent, ou en tout cas mettent en pointillé la séparation des pouvoirs en confiant à des autorités administratives, exécutives, des prérogatives qui sont jusque-là celles du Parlement et du législateur, et d'autre part, parce que ces dispositions sont capables de répondre à ce que la jurisprudence appelle état de nécessité, circonstances exceptionnelles, et à partir de là, à développer des dispositions qui sont celles des états d'urgence. L'état d'urgence antiterroriste, c'est la loi de 55, mise au goût du jour à 5 reprises. L'état d'urgence sanitaire, en fait, il ne s'appuie pas sur la loi de 55. Hein. On l'appelle état d'urgence, mais ce sont des dispositions soit qui existaient pour le traitement des catastrophes depuis, et des épidémies depuis 2009 en particulier, soit qui ont été inventées récemment face à la pandémie de la Covid-19. Voilà quel est le paysage. Je crois qu'il est important de bien voir comment il y a un certain nombre de phénomènes qui sont complexes, qui ne sont pas seulement en France, mais dans 20 ou 25 pays dans le monde aujourd'hui, de l'Indonésie au Brésil, aux États-Unis et énormément de pays européens, y compris les démocraties parlementaires les plus achevées. Et qui sont des phénomènes complexes et qui ont en commun, c'est le sujet, de entraîner en droit et en fait une restriction des droits et des libertés, un amenuisement du pluralisme démocratique et une mise en cause de l'égalité en dignité et en droit qui est le fondement, par définition, des droits de l'homme et en particulier de tous les grands textes ou les grandes conventions qui fixent de manière multilatérale les droits à travers l'univers. Et ces restrictions, ces mises en cause, ces régressions, il y a 3 ou 4 domaines avec lesquels je voudrais les illustrer, et qui sont des domaines dans lesquels le rôle, bien entendu, de la justice peut être extrêmement important, et ça veut dire le rôle de la défense tout à fait prépondérant, à la fois, je dirais, de manière préalable, de manière préventive, et aussi de manière tout simplement contentieuse, parce que c'est les avocats et c'est la défense qui portent beaucoup de ces causes devant les juridictions administratives ou judiciaires, devant le Conseil constitutionnel ou devant la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Le premier sujet, et il est d'actualité aujourd'hui, si j'ose dire, particulièrement, puisque on a ce matin évacué le grand camp, enfin camp entre guillemets, la grande accumulation de tentes et d'abris de fortune dans lesquels 2000 personnes migrantes vivaient depuis des mois sous l'autoroute du côté de Saint-Denis au nord de Paris. C'est le premier sujet, et c'est un sujet sur lequel depuis des années, bien entendu, les barreaux et
le défenseur des droits que j'ai été, ont travaillé très souvent, main dans la main, pour défendre les causes collectives ou les causes individuelles. Et aujourd'hui, les problèmes, les menaces, ben, vous le savez très bien, c'est le droit d'asile. Il est clair qu'aujourd'hui, la Convention de Genève apparaît à beaucoup de politiques, mais aussi, je dois le dire à ma grande honte, à beaucoup de juristes comme un instrument, un vestige, je dirais, du passé. On dit finalement la Convention de Genève, oui, c'est un truc qui était très adapté au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au mouvement qui existait dans les années 50, tout ça, mais aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que se présentent les choses, et on ne peut pas traiter l'asile et on ne peut pas traiter les demandes de statut de réfugié comme on le traite, tout ça, ce sont des vieilles choses. Et ce que nous disons en France, bien entendu, on le dit, comme vous l'avez vu, au niveau européen, et bien entendu, dans la pratique, comme vous le savez, il y a une tendance de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, quelle que soit son indépendance judiciaire, à pratiquer de manière de plus en plus restrictive le droit d'asile. C'est vraiment, je dirais, le combat le plus topique, je pourrais dire, des avocats, parce qu'il n'y a pas plus, désemparé, pas plus digne d'intérêt, digne d'être défendu, digne de se voir reconnu de nouveau l'estime, l'existence au monde et en droit, que celui qui est opprimé, qui fuit son pays, qui cherche à être protégé ailleurs, et ceci, comme chacun le sait, remonte à la plus haute tradition judéo-chrétienne. On n'a pas inventé ça à Genève en 1951, bien entendu. Sur ce sujet, il y a aussi, évidemment, une menace sur l'ouverture des frontières. Vous avez vu tous les projets qui consistent à revisiter Schengen, bien entendu, et qui consistent tout simplement à faire que les espaces ouverts ne le soient plus. Alors, bien entendu, la pandémie et le contrôle de la circulation du virus sont une bonne occasion aujourd'hui de mettre ces sujets à l'ordre du jour, mais comme chacun sait, Schengen est aujourd'hui, et pas seulement dans l'esprit de ceux qui sont les plus portés sur la politique anti-immigration, je veux dire les formations politiques, d'extrême droite, disons. Il y a là aujourd'hui un vrai sujet. C'est un sujet qui va être mis au Conseil européen prochainement, et je pense que c'est une question. Bien sûr, nous avons, avec la loi de 2018 qu'on appelle la loi Collomb, nous avons aussi fait pas mal de chemin dans le sens de restreindre les droits des migrants. Et enfin, il y a un sujet que le barreau de Paris, certains membres du barreau de Paris pratiquent beaucoup, c'est celui des mineurs non accompagnés, et en particulier les nouvelles dispositions que le département de Paris, pour l'instant, a refusé d'appliquer, que le département de la Seine-Saint-Denis ont pour l'instant aussi refusé d'appliquer, les nouvelles dispositions qui, vous le savez, conditionnent le financement de la prise en charge de ces mineurs pendant un certain temps à l'acceptation de voir intervenir les services de l'État, alors que c'est une compétence départementale, de voir intervenir les services de l'État, et en particulier les services régaliens, la police, avec ses fichiers en particulier, dans les procédures. Alors que jusque-là, les procédures pour les mineurs n'étaient que des procédures
aide sociale à l'enfance, droit des enfants, et n'intervenait en rien le droit des migrations. Aujourd'hui, avec le décret du 23 juin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il y a une collision entre les deux. Aujourd'hui, il y a, je crois, à ma connaissance, depuis le mois de juillet, je n'ai plus suivi exactement, mais il y a une instance qui a été lancée par les 2 départements qui refusent pour l'instant de mettre en œuvre le décret pour le faire annuler. Je ne sais pas où ça en est, mais je me permets de dire que c'est un sujet massif et qui est devant nous et qui concentre en lui-même tous ces miasmes et toutes ces mauvaises idées, si on peut dire, qui sont contenues dans tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'identitarisme, la réaction, le nationalisme et le populisme. Bien entendu. Ensuite, il y a le deuxième sujet, c'est le sujet de la manière dont nous avons réagi depuis 2013, mais beaucoup, disons depuis Mohamed Merah, mais beaucoup naturellement depuis Charlie Hebdo en janvier 2015 et depuis le Bataclan, puis la promenade des Anglais, et puis avec les récents attentats encore plus horribles si c'était possible, nous avons réagi aux peurs qu'engendre la menace terroriste et les attentats terroristes. On a introduit dans notre droit, donc des droits d'exception, antiterroristes, mais aujourd'hui on applique à la lutte contre le virus le même genre de principes. Et en ce qui concerne l'antiterrorisme, ce qui est très significatif, c'est que ces textes d'urgence exceptionnels, temporaires, ne le sont pas vraiment, puisque, j'aurai l'occasion d'y revenir, la loi SILT du 30 octobre 2017, en fait, a pérennisé des dispositions qui, dans l'état d'urgence, créaient des accros à l'état de droit, et ces accros à l'état de droit sont entrés dans le droit commun et n'ont pas été confinés, si j'ose dire, à un état exceptionnel et temporaire. Et deuxièmement, il est remarquable de constater que aujourd'hui, il existe une sorte de autre droit pénal, qui est un droit pénal administratif, qui est un droit pénal avant l'infraction, une sorte de droit pénal de la suspicion, qui se trouve notamment de plus en plus dans le Code de sécurité intérieure et pas dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale. Et c'est un phénomène qui n'est pas seulement une question, je dirais, formaliste et une question optique, elle entraîne incontestablement le fond, et bien entendu, elle entraîne en particulier le fond lorsque la frontière de l'article 66 de la Constitution entre le juge judiciaire et le juge administratif se trouve déplacée au profit du juge administratif ou au profit purement et simplement de l'autorité administrative. Et naturellement, l'exemple, je l'ai dit, c'est la loi SILT, mais c'est aussi, bien entendu, la loi du 30 octobre 2017 qui a, en fait, en ce qui concerne les périmètres de protection, en ce qui concerne les assignations en résidence, les fermetures d'un certain nombre d'établissements, ce qu'on appelle les visites aujourd'hui, qui sont les perquisitions, ou le traitement, par exemple, automatisé des données personnelles, qui, en fait, a introduit dans le droit commun des dispositions qui étaient celles de l'état d'urgence. Et la question naturellement qui se pose pour l'état d'urgence sanitaire, est-ce que nous aurons le même type de pérennisation et de sédimentation dans notre droit commun de tous les jours de ce qui est aujourd'hui exceptionnel et temporaire?
temporaire. Et de la même façon, pour répondre, et aujourd'hui c'est d'actualité avec la loi sur la sécurité, la proposition de loi sur la sécurité générale, pour répondre à la question et aux manifestations des Gilets jaunes, vous avez vu que au printemps dernier, on avait même envisagé des textes qui auraient en fait transformé la liberté de manifester en autorisation de manifester, ce qui naturellement était un bouleversement absolu. Ces textes ont été abandonnés, mais on a bien entendu toute une série de dispositions qui sont extrêmement restrictives, et le projet de la proposition de loi sécurité globale, dans sa disposition de l'article 24, mais aussi d'autres dispositions qui ont été prises depuis, comment dirais-je, cantonne très fortement la liberté de manifester, y compris en utilisant l'état d'urgence sanitaire, par exemple, pour empêcher des rassemblements et des manifestations et mettre en cause la liberté de manifester. Et sur ce point, je veux dire que le pire n'est jamais sûr, et je souligne en particulier le travail qui a été fait par la juridiction administrative, et je souligne parce que c'est peut-être une des décisions les plus importantes qui a été prise depuis quelque temps, parce qu'elle était vraiment à contre-courant et elle n'était pas évidente. C'est la décision qu'a prise le Conseil d'État en référé, le juge des référés du Conseil d'État, le 13 juin dernier, en suspendant l'interdiction générale et absolue de manifester sur la voie publique, considérant qu'il faut que cette mesure ne puisse pas être générale, elle ne peut qu'être proportionnée à l'objectif de préservation de la santé publique. Et cette décision me paraît une décision tout à fait essentielle et qui fixe extrêmement bien les choses, que je rappelle que c'était dans la loi de renouvellement de l'état d'urgence. Il était écrit: tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Basta, c'est terminé. Il y a circulé, si j'ose dire, ou ne circulait pas, plutôt, il n'y a rien à voir. Donc, c'est là je dirais un sujet et une décision. Mais l'affaire va naturellement revenir, et bien entendu, je ne vais pas épiloguer sur l'article 24, puisque l'article 24 met en cause le contrôle des activités de la police et de la gendarmerie dans le cadre du maintien de l'ordre ou en dehors même du maintien de l'ordre. Vous le savez, c'est une des compétences du défenseur des droits. Je l'ai traité très fortement, et j'ai, je crois, mois de juin, 15 jours avant de partir, pris par exemple une décision sur le monsieur chinois qui a été tué par un policier de la BAC dans le 20e arrondissement. On en reparle aujourd'hui, puisque hier, il y avait une audience à la cour d'appel. Les parties civiles ont été retoquées, puisque vous savez que le non-lieu qui a été prononcé au profit du policier qui a tiré sur ce monsieur et qui a tué ce monsieur, ce non-lieu a été confirmé par la cour d'appel hier. Mais la déontologie de la sécurité, le travail que nous avons fait, que ce soit dans le maintien de l'ordre ou en dehors du maintien de l'ordre, et je prendrai par exemple une affaire comme l'affaire Louaka, c'est-à-dire le jeune de Aulnay-sous-Bois il y a 2 ans, ce sont des affaires dans lesquelles la possibilité d'avoir des sons et des images est au fond de l'instruction, à la fois de l'inspection de l'IGPN et du défenseur des droits en charge de la déontologie de la sécurité. Nous avons pris une décision notamment sur l'OACA, en attendant d'ailleurs que
que la justice se prononce définitivement, mais qui a été entièrement fondée, pour l'essentiel, sur toutes les images, y compris les images, par exemple, des caméras de surveillance de 3 endroits dans ce quartier d'Aulnay-sous-Bois. Et une des questions, par exemple, pose l'article 24, est-ce que ça veut dire qu'on va, alors qu'on étend les caméras de surveillance dans toutes les villes et dans tous les quartiers, est-ce qu'on va censurer, si j'ose dire, les caméras et est-ce qu'on va aller voir ce qu'il y a dans les caméras avant de pouvoir utiliser leurs images? Enfin, c'est une vraie question. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un sujet qui est moins, naturellement, comment dirais-je, spectaculaire. Ce n'est pas les contrôles aux faciès, ce n'est pas ce qu'on appelle, je le mets toujours entre guillemets d'ailleurs, les violences policières, mais c'est un autre sujet que j'ai aussi, comme défenseur des droits, mis à l'ordre du jour avant de quitter mes fonctions, c'est les dangers pour les libertés et pour l'égalité du numérique. Alors, aujourd'hui, on en parle beaucoup, bien entendu, à propos du confinement, mais les questions, c'est quoi les questions? Les questions, c'est que les réseaux sociaux, bien entendu, c'est le meilleur moyen de faire passer le complotisme, le populisme, les fausses nouvelles, c'est-à-dire en réalité de mettre en cause le pluralisme et la tolérance. Parce que dire n'importe quoi, je pense que c'est ça qui est extrêmement important, dire n'importe quoi, ce n'est pas ça le pluralisme. Accepter qu'on dise n'importe quoi, y compris des contre-vérités, ce n'est pas ça la tolérance. Et je crois que c'est ça qu'il faut que l'on fasse comprendre aujourd'hui. Or, bien entendu, le fonctionnement des réseaux sociaux aujourd'hui le permet. Et il y a donc un travail à faire sur ce sujet, et beaucoup d'entre vous d'ailleurs sont notamment au titre de l'application de la loi sur la presse ou au titre de l'application des textes de 78 sur informatique et liberté, sur ce genre de sujet. Il y a la question du contrôle des données et de la qu'est-ce qu'on fait des données. Et là, bien entendu, comme vous le savez, aujourd'hui, on peut dire que le 1984 de George Orwell n'est plus une fiction, c'est une réalité, avec tout ce que ça comporte comme risque pour les libertés. Enfin, comme vous le savez, c'est un instrument de discrimination. Et j'ai fait tout un travail pour montrer les risques de discrimination que comportent les algorithmes, c'est-à-dire les systèmes qui sont soi-disant les plus innocents et les plus neutres qu'on peut imaginer. En fait, les algorithmes ne le sont pas et ils sont gros de biais et de discrimination, y compris les plus graves. Voilà, simplement quelques exemples pour lesquels je voudrais dire que je partage complètement la conclusion de l'étude qui a été faite en 2016, après le premier état d'urgence, par le CREDOV, qui est le centre de recherche de l'Université de Nanterre, avec le concours d'ailleurs du défenseur des droits à l'époque, et qui avait une phrase de conclusion qui disait « C'est sur la centralité même des droits et des libertés dans nos ordres juridiques et politiques qu'une expérience comme celle de l'état d'urgence invite à réfléchir. » Naturellement, ce que disait le CREDOV, c'est que les droits et les libertés n'étaient plus centraux dans nos ordres juridiques et politiques, ou peut-être qu'ils étaient en train d'être déportés. Et je crois que c'est ça qui me paraît aujourd'hui véritablement en cause, et en particulier pour la défense, pour les avocats, pour ceux en particulier de Paris, pour ceux qui plaident aussi devant les juridictions suprêmes, des deux ordres judiciaires et administratifs. Je n'emploierai pas l'image parce que
elle peut heurter la laïcité, remettre l'église au milieu du village. Mais ce que je vous inviterai à faire, et je pense que ces élections en sont une occasion, et ensuite, dans votre exercice, c'est remettre le palais au centre de la cité. Merci beaucoup, Jacques. Oui, merci infiniment, Monsieur Jacques Proudhon. Vous êtes toujours un formidable, exceptionnel défenseur des droits. Et c'est un bonheur que de vous écouter. Moi, j'en suis très ému. Et un grand merci du fond du cœur pour la lucidité de votre propos, qui est admirable. Il est bon de dénoncer les atteintes à la liberté d'expression, à la liberté de manifester, et cette parole-là, votre parole, est rare, et il faut nous en imprégner, et je ne doute pas un seul instant que notre ami Carbon de 16 s'en est déjà imprégné. Juste une petite citation, sans vouloir empiéter sur le temps de parole de Carbon. Cher Jacques Proudhon, vous me faites penser à une formule d'Henri Leclerc, notre maître de défense. Si le procureur assure l'égalité, si le juge garantit la liberté, l'avocat est le dépositaire de la fraternité. C'est un peu ce que vous dites. En fait. Oui. Alors, Carbon, nous allons aborder un deuxième thème, qui est le rôle de l'avocat et des institutions ordinales face à ces réglementations scélérates. Carbon, tu as la parole. Merci beaucoup, Vincent, et merci, Monsieur le Ministre, de vos développements très éclairants. J'ai qu'une frustration, c'est pas, sauf si Julie et Vincent m'autorisent une question. Bien sûr. Merci, c'est gentil. Bah oui, Ministre, on est là pour discuter. Vous avez formidablement bien décrit le glissement de l'état d'urgence vers le droit ordinaire, le droit commun. Vous avez dénoncé plusieurs excès. Aujourd'hui, il y a un mécanisme de décision, et vous avez rappelé le glissement qui fait défaut à l'article 66 d'un contrôle judiciaire vers une décision administrative et une police administrative. Maintenant, sur le sujet de l'urgence sanitaire et de l'état d'exception aux libertés publiques qu'il a engendré, il y a des constitutionnalistes qui disent qu'in fine, il eût été plus inspiré d'avoir recours à l'article 16 plutôt que de procéder par voie de règlement avec uniquement des votes consultatifs à l'Assemblée nationale. Vous, avec votre expérience et de l'action publique et de la prise de décision politique, et étant donné vos racines philosophiques, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, et je me réfère à ce que j'ai dit hier, j'ai été entendu par le Conseil d'État, dont la section des études consacre son rapport en 2021 aux états d'urgence. Et donc, ils en sont aujourd'hui, ils font une série de conférences, ils ont commencé au mois d'octobre, ils vont en faire 4, des conférences publiques, pour l'instant, naturellement, en distanciel, et puis ils font naturellement beaucoup d'éditions. Et j'étais entendu hier, et la première chose que j'ai dite, c'est que je pense que, et pour l'état d'urgence antiterroriste, et pour l'état d'urgence sanitaire, mais surtout pour l'état d'urgence sanitaire, on pouvait parfaitement se passer de mettre en œuvre la loi de 55 pour l'état d'urgence antiterroriste, ou pas la loi de 55, puisque l'état d'urgence sanitaire est un état d'urgence qui, comme vous l'avez vu, ne fait pas appel à la loi de 55. Il est motu proprio, il s'appuie sur des dispositions notamment du droit sur les catastrophes sanitaires, les épidémies de 2009, c'est-à-dire un droit très, très, très récent, et il comporte tout simplement une série de délégations, et vous l'avez bien vu avec les 120 ou 130 ordonnances, je crois, qui depuis le mois de mars, ont défilé, avec une espèce de système donc de délégation et de mise en cause tout simplement de la séparation des pouvoirs au profit des mesures de protection ou de prévention sanitaire. Donc ma réponse, elle n'est pas qu'il aurait fallu faire appel à l'article 16 et confier donc, en l'occurrence en vertu de l'article 16, tous les pouvoirs
à l'exécutif. Ce qui se passe aujourd'hui a exactement le même effet. Hein. Bon, sans article 16, on bascule tout sur l'exécutif. Bon, mais sans que le Parlement, sauf 2 ou 3 fois, vienne voter quelques lois de renouvellement ou d'amélioration de l'état d'urgence sanitaire. Ce que je crois, moi, c'est que les moyens de la démocratie délibérative parlementaire classique peuvent parfaitement permettre de faire face à ces situations. Et la répartition actuelle de l'article 34 entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif peut parfaitement permettre de le faire. Je regarde, j'essaye, mais ce serait un exercice d'ailleurs à faire de manière très précise. Je ne l'ai pas fait, mais j'essaye d'imaginer ce qui se serait passé si on n'avait pas, au mois de mars, le 13 mars, je crois, déclaré l'état d'urgence sanitaire. Et si on avait pris une série de dispositions, par exemple, pour confiner les Français, et qu'on aurait très bien pu prendre en vertu de jurisprudence qui remonte à 100 ans, de l'état de nécessité, des circonstances exceptionnelles, tout ce que le Conseil constitutionnel a fait sur la proportionnalité des mesures restrictives de liberté par rapport aux nécessités, aux besoins, aux urgences, aux dangers. Voilà, on aurait très bien pu. Voilà. Donc ma réponse est que l'état d'urgence est une réponse psycho-politico-juridique, mais que on pouvait parfaitement, en s'évitant le risque de voir, à travers la pérennisation de l'état d'urgence, une certaine bascule, un certain déséquilibre, et ce qu'on ne peut pas appeler autrement que des accros à l'état de droit. Merci. Écoutez, dans le prolongement de ce que vous dites sur la substitution de la technostructure à la représentation nationale et la tentation de l'État de régler les choses et chez certains de ses serviteurs de stigmatiser ceux qui discutent en les comparant in fine à des agents du virus. J'attire votre attention sur la façon, jusqu'à ce que la CNIL réagisse le 17 juillet 2020, sur la façon dont a été conçue l'application Stop Covid, dont oui. La nouvelle formule Tous anti-Covid n'est qu'une mise à jour numérique. Ce qui était intéressant au cours des débats, c'était de s'apercevoir que, in fine, la préoccupation de ceux qui étaient en charge de la création de cette application ne leur était pas parvenue à l'esprit l'idée d'interroger des juristes. C'est-à-dire que la seule question... Je peux vous faire une confidence. Je peux vous faire une confidence quand même. Mais Cédric O, plus les réseaux que je sociaux connais, sont tout à fait propices à la confidence. non, Cédric O m'a consulté officieusement 2 ou 3 fois et j'ai fait une note sur ce sujet. Alors, si je me considère comme juriste, en tout cas, il a posé la question à un juriste, c'est-à-dire moi. Je m'en réjouis, mais et je suis triste parce que je devine, étant donné les conclusions que vous avez régulièrement fournies en qualité de défenseur des droits, je devine les orientations que vous avez préconisées. Je regrette qu'elles n'aient pas été suivies et je regrette encore plus que n'ait pas été assumé le fait d'en appeler à votre expertise, mais plutôt à celle des ingénieurs. Donc, en tout état de cause, à quoi ça a conduit? Ça a conduit à ce que pour la première fois, la CNIL a été obligée d'adresser des observations à un gouvernement et des observations avec des admonestations et des obligations, notamment au regard de la sécurité des données personnelles. Alors, je sais que les moments de campagne ne sont pas éligibles à la formation continue obligatoire, mais je voudrais vous signaler quand même deux décisions très importantes qui viennent d'être rendues par la Cour de justice de l'Union européenne,
qui s'oppose à la collecte massive des données Tout à fait. de connexion Internet et téléphonique à des fins judiciaires ou de renseignement, Tout à en fait. précisant que la lutte antiterroriste ne saurait justifier, et on en revient à ce que vous disiez, le défaut de proportionnalité entre l'atteinte au droit et l'exigence de sécurité. Vincent avait l'amabilité de m'interroger sur le rôle possible des ordres professionnels dans la mise en avant des libertés publiques. Alors, je crois que pour ce qui concerne Paris, qui est le débat de ce soir, nous sommes dotés quand même de plusieurs outils de vigilance. La question qui se pose, c'est de savoir si les avocats sont encore audibles en matière de liberté publique. La première question qui nous appelle à une réflexion profonde sur l'image que nous renvoyons, c'est de savoir si nous passons pour des catanguais, des mercenaires au seul bénéfice des voyous, ou si nous sommes des acteurs de l'état de droit. Alors, d'abord, ceux qui nous reprochent d'avoir des opinions qui ne seraient que celles des gens qui confient leur défense, ils ont tort, parce qu'il y a aussi beaucoup d'avocats qui défendent les victimes et qui ne pensent absolument pas autrement en matière de défense des libertés publiques que les avocats qui occupent les bancs de la défense. Donc, ce procès est un mauvais procès, nous le savons, mais le sujet qui se pose, c'est de savoir si l'opinion publique le sait. Et je pense que si pour nous, il est évident, comme dans l'opinion publique, que l'avocat a naturellement une place de ce qu'on a appelé, selon une formule galvaudée, mais réelle, de vigie des libertés, c'est de quelle liberté nous parlons, à quel moment, au profit de qui. Et je vais prendre un exemple que tu connais bien, Vincent, c'est celui du secret professionnel. Voilà une liberté publique et individuelle que la confidence, puisque nous étions sur ce registre avec vous, Monsieur le Ministre, faite par un justiciable à son conseil, fasse l'objet de garanties, parce que précisément la confiance repose sur la confidentialité de cette confidence, c'est-à-dire le mandat même qui est donné par un justiciable, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique, à son conseil, repose sur le fait que le secret sera absolument impénétrable et imperméable, est perçu encore chez l'opinion publique comme un droit des avocats, alors que c'est un droit du justiciable, et non pas comme un devoir qui s'impose à l'avocat, alors que c'est le cas. Nous pouvons être poursuivis, évidemment, pour violation du secret professionnel en matière pénale, mais nous sommes également justiciables des juridictions qui nous sont propres en matière disciplinaire et déontologique. Qui le sait? Où est l'effort fourni par la profession pour expliquer à l'opinion publique que le secret professionnel n'est pas là pour protéger l'avocat, mais pour protéger le justiciable, le sujet de droit? Eh bien, je crois que là, précisément, il y a un travail de réforme. Hein. Nous avons accumulé, plus que de raison, les colloques sur la défense de la défense, sur le secret professionnel, son périmètre. Tout ça est très utile, mais s'adresse à une population qui est déjà convaincue. Déjà convaincue, quand elle ne l'est pas par vertu, elle l'est par intérêt, la population des avocats. Parce que le secret professionnel, c'est aussi une garantie que nous apportons à nos clients. C'est ce que nous leur vendons. C'est la différence avec une legal tech, par exemple. Voilà. C'est que sur une legal tech, les données que vous fournissez ne sont garanties par aucune sécurité. L'avocat, lui, vous protège en termes de liberté publique. Donc là, je crois que pour intervenir sur ta question spécifique sur les travaux des avocats, voilà un exemple concret où il y a une évolution certaine à opérer par la profession. Pour les autres sujets quotidiens de liberté publique, par exemple les lois en préparation, il faudrait que les avocats aient un moyen de s'exprimer en amont. Naturellement, nous nous exprimons plutôt en aval. Il y a deux temps. Il y a le temps du législateur, puis le temps du juge. Et le temps du juge est la séquence qui nous concerne. Mais à l'occasion du débat
qui précède la rédaction de la règle de droit. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à offrir un service citoyen à la représentation nationale, qui serait assez simple, et ça supposerait un exercice d'humilité de notre part, mais beaucoup de confrères sont prêts à le fournir à l'ordre, au barreau, partout, qui est d'apporter l'expertise des praticiens. C'est-à-dire simplement dire si le texte, c'est-à-dire éclairer la commission des lois, si le texte est applicable in concreto, pas seulement de iure, in concreto, dans la vie de chacun. C'est-à-dire, est-ce qu'il est cohérent? Et ça touche toutes les branches du droit. C'est-à-dire que nous demanderons à ce qu'on puisse intervenir sur les textes en matière commerciale, prud'homale, droit de la consommation, et en matière de liberté publique, et en matière pénale, chère Aurélie. Voilà, chacun de nous peut apporter cette contribution citoyenne. Dès lors, peut-être que le législateur verra son attention attirée sur des points auxquels il ne songe pas spontanément, qui est celui de l'effectivité de la règle de droit. Et là aussi, c'est une liberté publique. C'est évacuer l'aléa judiciaire, c'est faire décroître l'insécurité juridique, et c'est défendre aussi l'accès au juge par une règle compréhensible de tous et claire. Est-ce que je peux… Et nous ne sommes plus là dans le simple ressort de débats ex nihilo sur, et déconnectés quelquefois sur la valeur philosophique de nos textes, je suis le premier à les goûter. Et je signale que lundi matin, il y aura une excellente formation de l'ordre en matière de liberté publique. Je vous invite à vous y connecter. Il y aura notamment une table ronde de Julien Brochot avec François Sureau, Naïm Amouchou, Paul Linière, voilà des gens qui apporteront des choses. Mais vous, votre boulot à tous les deux, quand vous serez en fonction et vous y êtes prêts, ça sera de permettre à l'avocat précisément de s'ouvrir un nouveau champ. Et ce champ d'intervention civique qui contribuera précisément à ce que l'avocat devienne audible. Voilà quelques réflexions que je voulais vous soumettre, puisque pour le reste, sur la défense des libertés publiques, tous ici, nous sommes d'accord. Donc, ça ne nécessitait pas de long développement, sauf à ce que vous souhaitiez à ce qu'on y revienne, mais je ne voudrais pas procéder par défaut de courtoisie confraternelle à l'égard d'Aurélie, qui a certainement des développements à nous fournir. Peut-être sur la troisième partie, comme tu veux réagir là-dessus, Aurélie, Oui, ou après? Non, sur la, je pense que dans mon intervention par la suite, j'en parlerai. Bon. Merci infiniment pour ce beau chapitre consacré aux libertés. Bon, je rebondis d'un mot quand même sur ce que dit Caron, sur cette initiative entre guillemets citoyenne des avocats. C'est un peu l'idée de la proposition qu'on porte et qui consiste à appeler de nos voeux la création d'un poste d'ambassadeur permanent au sein de la chancellerie. Mais tu as raison, au Parlement aussi. C'est-à-dire qu'on a, qui part du constat d'une déconnexion entre ceux qui écrivent les textes et ceux qui les appliquent. Le constat est celui-là, et c'est vrai que c'était aussi un peu l'idée de cette proposition, compte tenu encore une fois, de cette déconnexion qu'on constate dans un certain nombre de procédures qui sortent de la chancellerie. Avec, si tu permets, Julie, encore un mot. Voilà, typiquement sur quelque chose qui a été effleuré par M. le ministre tout à l'heure, mais qui a été très bien développé par Mireille Delmas-Marty dans une tribune du Monde l'autre jour. On accepte aujourd'hui, parce qu'on n'y prête pas assez attention, une dérive de notre droit pénal d'un droit de la responsabilité vers un droit de la dangerosité. Eh bien, je ne suis pas sûr, parce que leur formation n'est pas la même que la nôtre, que le législateur, dans son ensemble, quand il vote, discerne cette dérive, et deux, en mesure les conséquences très néfastes sur l'avenir de l'application de la règle de droit. Je pense que typiquement, là, nous aurions un sujet à développer avant d'être contraints d'aller développer des QPC qui ne servent pas dans le temps l'intérêt du justiciable quant à la solution que le juge va pouvoir apporter à la question qui est posée. Merci infiniment vraiment à vous deux pour ce développement sur les libertés qui est tout à fait Oui. Si tu me
si tu me permets, Julie, comme je te l'avais dit, et Julie et Vincent, je vous remercie. J'avais demandé, j'avais dit à Julie qu'il fallait que je prenne congé à 7h30 et je vais le faire. Et je demande pardon à Aurélie de ne pas l'écouter. Je la vois, mais je ne pourrai pas l'écouter. Mais je voudrais dire qu'il me paraît incontestable pour répondre à quelque sorte un peu au doute qui a été émis au tout début de son intervention par Carbone de 16. Il me paraît incontestable que l'avocat, le barreau, c'est une vigie des libertés et que à travers ces différentes représentations au plan national, le Conseil national des barreaux aussi joue un rôle, le barreau de Paris naturellement plus que tout autre. Donc cette vigie des libertés, moi je pense que vous venez de le dire d'une certaine façon, vous devriez l'exercer un peu comme le défenseur des droits, de par la loi organique de 2011 qui l'a institué, qui l'organise, le fait. C'est-à-dire que systématiquement, je l'ai dit tout à l'heure, nous donnons des avis aux commissions parlementaires, nous sommes entendus avant, pendant, après, nous donnons des avis motu proprio, nous donnons des avis quand on nous les demande, nous participons à des études, etc. Bref, et nous sommes entendus partout, ça c'est a posteriori, par tous les systèmes de commission d'enquête ou de mission d'information. Moi, je crois qu'un barreau comme le barreau de Paris pourrait parfaitement, peut-être en liaison avec le CNB aussi, instituer une sorte de procédure qui lui permettrait non pas de faire la mouche du coche, mais d'apporter au préalable et puis dans le continuum du débat, de manière officielle, publique, car ce qui est extrêmement important, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit soit publié, porté à la connaissance du public, face des avis, des études, des propositions, et je crois que l'actuelle direction de votre barreau, dire Marie-Aimée et son équipe, en ce qui concerne les questions de l'égalité femmes-hommes, du harcèlement sexuel, de toutes ces questions qui ne sont pas des questions de mode, qui sont des questions absolument fondamentales, a non seulement fait des choses, vous le savez mieux que moi, en interne au Conseil de l'Ordre, a mis en œuvre des procédures et a véritablement agi, mais a aussi, sur ces sujets, porté une parole, donné des avis, est intervenu en quelque sorte. C'est un sujet, je ne mélange pas avec l'autre, mais je pense que sur les libertés publiques individuelles et sur les droits fondamentaux, vous pourriez vous organiser pour entrer dans les procédures. Et encore une fois, vous n'êtes pas une autorité publique, une autorité administrative indépendante comme le défenseur des droits, mais je crois que vous pourriez agir de la même façon et avec votre technique, avec votre connaissance, comme l'a dit Carbone de 16, de l'effet de ce qu'on vote dans la réalité, parce que ça c'est très, très important. Je crois que vous pourriez, voilà, c'est simplement là-dessus que je voulais conclure, c'est qu'il y a du pain sur la planche, voilà. Et j'espère que vous pourrez vous y consacrer. Bravo et merci en tout cas. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Et ben voilà. Le barreau face à une crise d'identité. Alors maintenant, voilà le troisième thème. Le troisième thème, le barreau face à une crise d'identité. Et c'est Aurélie Sorga qui rentre en scène. C'est compliqué de prendre la parole après Jacques et Carbone, bien évidemment. J'ai évidemment réfléchi à cette question et je me suis demandé si j'étais légitime pour y répondre. En tous les cas, j'ai essayé d'avoir une réflexion sur ce que nous avons vécu en 2020, qui a été une année particulièrement difficile pour les avocats. J'ai envie de dire particulièrement pour les
petits cabinets pour les avocats qui exercent à titre individuel, pour les avocats qui sont en charge des détenus, des mineurs, de la défense pénale d'urgence, mais aussi pour ceux qui défendent des particuliers, qui subissent de plein fouet la crise économique, et aussi ceux qui défendent des salariés, qui ont été très mis à mal par les barèmes Macron, et par la mise en place évidemment de cette réforme. Nous l'avons combattue pendant 3 mois, c'était en début d'année. Pendant 3 mois, beaucoup de cabinets d'avocats n'ont pas été en mesure de plaider, les renvois ont été sollicités, et puis la crise sanitaire intervient alors qu'on avait dans ce combat pour lutter contre la mise en place de la réforme des retraites un certain élan. On avait senti que les cabinets d'affaires et les cabinets individuels avaient réussi quand même à se regrouper. La crise sanitaire est intervenue et on a été, je crois, en tous les cas pour ma part, très interloqué par le fait qu'on se soit rendu compte que la justice n'était pas un service public essentiel. C'est-à-dire qu'au moment où le confinement intervient, on se rend compte que nous sommes confinés comme tout citoyen et que la justice doit s'arrêter, sauf pour les affaires urgentes. Je voulais juste revenir sur cette question qui n'a pas été évoquée. Je pensais que Jacques ou Carbon l'évoquerait, mais je vais le faire parce que je voulais également en parler, sur la prolongation de la détention, la prolongation automatique de la détention provisoire. Alors vraiment, c'est quelque chose que je ne pense pas que j'ai pu à un moment donné dans ma vie imaginer que cela soit possible. C'est-à-dire qu'un gouvernement, en 2020 en France, est capable de prolonger d'une manière automatique cette détention provisoire, alors qu'elle maintient des audiences de comparution immédiate, elle maintient le placement en garde à vue de personnes qui auraient commis des infractions, elle maintient des audiences d'urgence, et tant mieux, et elle est incapable de maintenir un débat contradictoire pour statuer sur la prolongation d'une détention provisoire. On est proche d'une détention arbitraire, et dans cette décision, alors Jacques Toubon disait que le Conseil d'État avait été, dans sa décision de juin 2020, novateur. Eh bien, en tous les cas, dans la décision d'avril 2020, le Conseil d'État a tout simplement validé cet état de fait. C'est-à-dire qu'on dit à une personne détenue préventivement, c'est-à-dire qu'il n'est pas jugé et reconnu coupable, qu'on le maintiendra en détention parce que le virus, la circulation du virus ne nous permet pas de tenir audience. Alors, beaucoup d'avocats se sont offusqués de cette situation. Certains magistrats se sont offusqués. Certains JLD ont dit, mais nous, si on nous avait demandé, on aurait accepté de tenir audience parce qu'il y avait des moyens de tenir audience. Il y avait évidemment des moyens de tenir une audience en présentiel. C'est-à-dire que quand on accepte que 3 magistrats professionnels en comparution immédiate tiennent une audience où il y a un greffier, un procureur, des avocats, des victimes, des prévenus, on nous dit que le tribunal judiciaire de Paris, mais tous les autres tribunaux judiciaires, ne sont pas en état de tenir un débat contradictoire où il n'y a que 4 personnes dans une salle d'audience. Je n'ai pas compris, je ne veux pas comprendre que notre gouvernement et notre État soient capables de considérer que l'enfermement soit une urgence, mais que la liberté ne fasse pas partie des audiences urgentes que nous devrions maintenir. Et vraiment, je trouve que ça a été un signal très problématique de la part de notre gouvernement. Et j'ai même l'impression, alors mis à part les spécialistes, les auxiliaires de justice, les avocats, les magistrats, que les citoyens ne se sont pas particulièrement offusqués de cette situation, ce qui pose, à mon sens, le plus gros problème. J'indique également qu'il y avait quand même un tiers des personnes détenues, qui sont à peu près un tiers, qui sont en détention provisoire, et que la surpopulation carcérale, la circulation du virus, n'a même pas motivé une décision qui pourrait être au contraire de se dire, à ce moment-là, dans une crise sanitaire comme la nôtre, notre objectif, c'est de vider les prisons, notamment de personnes qui n'ont pas encore été reconnues coupables et qui pourront d'ailleurs être reconnues innocents lors de leur jugement. Et j'ai été vraiment extrêmement
choquée par cette décision. Et j'ai été encore plus choquée par cette décision, et j'en reviens à enfin, c'est pour rebondir un peu sur ce qu'on a dit, c'est qu'en effet, je crois que jamais le barreau de Paris, mais encore moins le CNB, n'a été interrogé, questionné sur cette loi qui aurait pu, et on aurait pu intervenir pour expliquer et pour donner une possibilité de tenir ces audiences, parce que nous aurions accepté, nous, en tant qu'avocats, enfin, je pense que beaucoup d'avocats, évidemment, auraient accepté de tenir ces audiences malgré le confinement et malgré le risque sanitaire. De la même manière, nous avons dû nous battre pour rentrer en prison, nous avons dû nous battre pour maintenir les gardes à vue par téléphone ou en présentiel, nous avons dû nous battre au départ pour avoir un masque. Les magistrats avaient des masques, les greffiers avaient des masques. Alors, je ne sais pas si c'était à l'ordre ou à l'État de nous fournir des masques, mais nous sommes des auxiliaires de justice. Lorsque nous sommes commis d'office, nous assistons aux mêmes audiences et nous n'avions pas le droit d'avoir ces masques qui étaient pourtant distribués à tous les personnels de justice. Alors, vous voyez évidemment où je veux en venir, c'est qu'on a aujourd'hui un questionnement sur la place de l'avocat, plus particulièrement au sein du tribunal judiciaire de Paris, parce que je trouve qu'il y a vraiment, depuis que nous avons déménagé dans ce tribunal judiciaire, une volonté vraiment que je ressens moi au quotidien et qui ne me donne plus très envie de monter dans les étages pour essayer d'aller voir nos magistrats, les greffiers, etc., où on nous demande de montrer patte blanche, de montrer notre carte, de regarder une caméra, d'appuyer. Il m'est arrivé de rester 10 minutes, un quart d'heure à sonner, et on me disait on va vous répondre, on va vous répondre, on va vous répondre, pour pouvoir avoir la chance peut-être d'aller voir une greffière. Je veux dire, on arrive à un moment où, je vous assure, je me dirige très souvent aux sauges et je n'essaye même plus d'entrer en contact souvent avec les magistrats et les greffiers, parce que nous sommes extrêmement mal reçus. Alors, aujourd'hui, depuis le reconfinement, un reconfinement partiel, on a peut-être cette chance de considérer que la justice est devenue un service public un petit peu plus essentiel qu'il ne l'était en tous les cas lors du premier confinement. Sauf qu'aujourd'hui encore, j'ai beaucoup d'éléments en parlant avec des confrères et avec ce que j'ai vécu aussi qui me font dire que notre exercice professionnel est impacté par cette situation. Alors, je ne sais pas si notre exercice professionnel est impacté par cette situation ou si cette situation de crise sanitaire permet à certains greffiers, à certains magistrats d'imposer leur point de vue sur la place de l'avocat dans une procédure. Un petit exemple, j'avais une audience devant le juge aux affaires familiales, c'était en fin septembre, début octobre. Nous étions convoqués, mes clients, moi, la partie adverse évidemment, par une convocation qui datait de juillet 2020. Nous étions convoqués à une audience de plaidoirie. Nous en état, on est convoqués, on reçoit par la RPDA notre convocation. J'arrive à l'audience, alors évidemment on est convoqué à 10h, 10h30, on pourra passer à midi, 13h, 14h, 15h, peu importe. Nous attendons bien sagement avec nos clients de pouvoir passer. Et puis là, je suis étonnée, je ne vois pas beaucoup d'avocats. La greffière arrive devant la porte de la chambre et me dit « Non, mais maître, qu'est-ce que vous faites là, maître ?» Et en plus, vos clients sont là. Je dis « Oui, je suis convoqué à une audience de plaidoirie. Mes clients sont convoqués à l'audience de plaidoirie. Mes clients viennent parce qu'ils veulent assister à leur divorce. Ça ne me paraît pas… Ah non, mais maître, depuis le 1er septembre, nous refusons que vous plaidiez. En revanche, vous devez déposer votre dossier. Et si vous souhaitez plaider, vous devez faire une demande exceptionnelle et le juge décidera s'il convient ou pas de faire droit à votre demande. Alors je lui dis, mais c'est étonnant, j'ai une convocation qui m'invite à venir plaider. Elle me dit, oui, mais elle date de juillet, maître. Je dis, oui, mais très bien, nous sommes le 29 septembre, en même temps, je n'ai pas reçu de nouvelle convocation, ou une convocation qui m'indique, elle me dit, non, nous avons prévenu votre barreau, de toute façon, toutes les audiences sont renvoyées, vous devez déposer, vous ne pouvez plus plaider. Et aujourd'hui encore, nous avons reçu, je crois, le 3 novembre 2020, alors je ne sais pas, c'est une feuille de service du pôle famille au tribunal judiciaire, où il est indiqué que pour les audiences en cabinet, cette fois-ci, nous ne devons pas venir avec nos clients, nous devons représenter nos clients, nous pouvons peut-être avoir des observations, mais d'une dizaine de minutes, parce qu'à défaut, il y a un risque de cluster et à défaut, ils seront obligés de fermer le pôle famille ou du moins de réduire son activité de telle sorte que notre
que nous nous trouvons dans une situation complexe, c'est-à-dire que où nous acceptons cette situation, où le pôle famille vous indique que des retards très importants vont être pris concernant les décisions qu'ils pourront ou pas rendre d'ailleurs, parce qu'ils craignent l'apparition de clusters. Et à un moment donné, on se demande comment la justice au XXIe siècle n'est pas en capacité, pendant une crise sanitaire, de mettre à la disposition de juges aux affaires familiales des salles d'audience plus conséquentes que leur cabinet pour pouvoir tenir audience. Et le risque, à mon avis, est grand que ces exceptions à la règle, à savoir à l'oralité des débats, au principe du contradictoire, à la possibilité que des justiciables soient entendus par leurs juges et que des justiciables puissent voir leurs juges, j'ai bien peur, et notamment en droit de la famille, mais ça peut être vrai dans d'autres droits, que bientôt le dépôt sera la règle et la plaidoirie l'exception, et qu'en un mot, bientôt, nous travaillerons en effet dans nos cabinets, nous recevrons nos clients en visioconférence et nous enverrons nos conclusions, et peut-être que nous n'aurons plus du tout à nous déplacer. Et je pense qu'il est de notre devoir de refuser qu'on nous impose le fait de ne pas pouvoir représenter, assister nos clients, et que nos clients ont le droit, bien évidemment, de voir leur juge, d'être jugés par un juge, de le voir et de pouvoir discuter. En droit de la famille, c'est fondamental pour les familles qui saisissent un JAF. C'est pour la majorité d'entre elles la première fois qu'ils sont confrontés à la justice de leur pays. C'est peut-être sûrement souvent la dernière fois. La décision qui va être prise va déterminer la suite de leur vie familiale, de la garde des enfants, et ils ont besoin, ils ont l'envie et ils ont le droit de pouvoir parler de cela avec un juge. Donc oui, je suis plutôt inquiète sur le fait que le barreau de Paris, mais les avocats en général, ne soient jamais associés à cette prise de décision, et que l'objectif aujourd'hui, je le ressens comme tel, des magistrats et de certains greffiers, c'est de pouvoir éloigner au maximum les avocats, parce que pour eux, nous sommes une perte de temps et qu'ils ne voient pas l'intérêt forcément de nous rencontrer dans les couloirs. Je trouve qu'il y a une vraie détérioration alors pas forcément des rapports entre magistrats et avocats au niveau de l'audience, mais je veux dire dans notre pratique au quotidien, au pénal, en famille. Voilà, on ne peut pas rencontrer un magistrat, lui exposer notre problématique. On a des dossiers un peu tendus où on a besoin d'avoir une décision plus rapide que d'autres. Avant, on avait cette possibilité-là, et aujourd'hui, vraiment, cette pratique me manque. Alors, je pense que tout n'est pas… que nous avons la possibilité de peut-être faire évoluer les choses, de montrer aux magistrats que le fait qu'on puisse se parler entre deux portes, ça puisse vraiment améliorer leur travail, et le nôtre également, que lorsque vous allez voir un juge d'instruction qui vous dit non, ne me faites pas IDML parce que je vais l'entendre dans 5 jours, dans une semaine, dans 10 jours, à l'issue de ça, voilà, ça leur fait aussi un travail en moins. Je veux dire, donc je pense qu'on doit continuer à essayer de collaborer avec les magistrats et essayer de réintroduire la possibilité pour les avocats, voilà, d'avoir plus accès à leurs juges comme pour les justiciables. Alors, on pourrait penser que je suis très pessimiste, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que j'ai l'impression que cette crise sanitaire, que la réforme des retraites a fait qu'on s'est quand même vachement rapprochés, réunis, et qu'aujourd'hui, on ressent le besoin de contester les décisions qui nous apparaissent comme liberticides. J'entendais ce matin Patrice Spinozzi, qui était très intéressant sur France Inter, où il disait la problématique, c'est qu'on accepte en fait, les citoyens, mais nous aussi en notre qualité de citoyens, de vivre, enfin, depuis 5 ans, en fait, on a vécu 3 ans sous un état d'urgence sanitaire, terroriste, etc. Et à un moment donné, la possibilité, enfin, l'idée de dire que l'opinion publique accepte et comprend cet état d'urgence, c'est faux. C'est-à-dire que l'opinion publique, et j'ai envie plutôt de dire les citoyens, n'ont pas eu l'éducation qui leur permette de comprendre si nous avons ou pas d'autres possibilités pour tenter de limiter les risques terroristes. Et je t'entendais, Carbon, quand tu disais l'opinion publique souhaite, mais je crois que Spinozzi le disait, je crois qu'on a un problème lorsque tous nos gouvernants nous disent que la seule solution, c'est l'établissement d'un état d'urgence, c'est l'établissement de la promulgation de nouvelles lois, c'est le fait, voilà, c'est qu'aujourd'hui, nous devons prendre la parole. Et je vous rejoins sur le fait
de mettre un ambassadeur en charge peut-être des projets de loi pour essayer de voir ce que nous en pensons, mais c'est peut-être aussi simplement de médiatiser nos actions, de faire de la publicité en indiquant que non, nous ne sommes pas d'accord avec la promulgation de lois de plus en plus liberticides, que l'article 24 dont on parlait est très problématique pour la liberté d'expression et pour le fait que nous puissions dénoncer des violences policières. Et moi, je suis très favorable à la possibilité de faire des campagnes de publicité comme on avait fait. Vous avez, en tant qu'avocat, placé en garde à vue, vous avez le droit à un avocat. Mais c'est des choses que les gens retiennent, c'est des choses que des mineurs ont vues, c'est des choses qu'on peut entendre, c'est des choses qu'on doit peut-être faire pour qu'on soit un peu entendu et savoir qu'on est à côté de nos concitoyens et que nous ne sommes pas les nantis il est vrai, l'image que nous avons qui est parfois détériorée. Mais je pense aussi que si nous étions plus audibles et plus présents dans les médias, tu es très présent dans les médias et on t'entend, mais c'est vrai, mais c'est important d'aller sur les plateaux télévisés, c'est important d'aller faire des campagnes publicitaires pour exposer notre point de vue sur les risques que les crises sanitaires ou les crises économiques, parce que bien sûr qu'ensuite il y aura une crise économique qui va se répertorier, provoquent la mise en place d'un état d'urgence qui est, à mon avis, très dangereuse pour notre société. Merci beaucoup, Aurélie. On a effectivement sur ces questions de la relation avocat-magistrat beaucoup de choses à dire et c'est un des 5 axes à lui tout seul de notre programme parce que nous sommes absolument convaincus qu'on ne peut pas fonctionner sans les magistrats, ils ne peuvent pas fonctionner sans nous. Donc on réapprenne à se parler tout simplement. On a fait une très belle réunion là-dessus il y a quelques temps. Et c'est vrai qu'on a des différences qui sont des différences entre guillemets ontologiques et il ne faut évidemment pas chercher à les gommer, chacun est à sa place et il ne faut évidemment pas chercher à les gommer. En revanche, chacun a sa place, on doit se parler et on doit se respecter parce que, sans encore une fois être dans la grandiloquence, nous contribuons ensemble à l'œuvre de justice et au service du justiciable. Dans une présentation tout à l'heure, on nous a posé la question du client en disant mais on ne vous entend jamais parler du client. Si, parce que justement, on parle de la place du justiciable et c'est une vraie préoccupation. Sur l'oralité, on est évidemment parfaitement d'accord, même si je pense aussi que nous devons accepter de balayer parfois devant notre porte, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. C'est vrai que quand on participe à des groupes de travail, ce que nous disent souvent les magistrats, moi je ne pratique que le droit civil, mais c'est une remarque qu'on me fait souvent, attention parce que vos confrères ne savent pas toujours distinguer une prétention d'un moyen quand on rédige les écritures civiles. Il faut quand même effectivement revenir à la base et c'est vrai que les magistrats qui ont aussi des contraintes assez lourdes et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on se parle, c'est pour comprendre les contraintes mutuelles, que nous puissions comprendre les leurs et qu'ils puissent comprendre les nôtres. Et de la même façon, la question de la plaidoirie civile se pose. Moi, je milite depuis très très longtemps en matière civile pour que nous ayons le rapport du juge rapporteur 15 jours avant, ce qui serait un moyen de rendre la plaidoirie véritablement interactive, ce qu'elle n'est peut-être pas toujours suffisamment. Ça marche très bien au tribunal de commerce, je ne vois pas très bien pourquoi ça ne marcherait pas devant les chambres civiles. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet, c'est évidemment tout à fait intéressant. Et c'est vrai que mais juste pour vous, j'ai appris là, en lisant des documents, enfin en lisant un article qu'en Allemagne, en Italie, je crois en Espagne, les enfants d'avocats étaient pris en charge comme les enfants de soignants et qu'ils avaient essayé de maintenir une vraie. Ils avaient laissé ouvert les juridictions et qui considéraient qu'on avait un rôle essentiel au même titre que les soignants et que la justice devait rester ouverte pendant ces périodes de confinement. Et vraiment, j'ai été extrêmement surprise par le fait qu'on ferme tout et qu'on nous dise restez chez vous et on s'occupe du reste. Et on ne vous consulte pas. Voilà. On ne s'occupe pas de grand-chose, parce qu'effectivement, avec des moyens indigents et du coup, un équipement notamment informatique absolument obsolète. Peut-être avant de nous séparer, puisqu'on est sur cette crise d'identité, Antoine doit évoquer avec nous aussi les possibilités d'aller vers éventuellement d'autres professions, parce que la question peut se poser en effet à l'heure de cette crise d'identité. À un moment, est-ce que les avocats ne peuvent pas envisager d'autres horizons et peut-être une plus grande mobilité professionnelle
Antoine, si tu veux nous dire un mot sur cette thématique avant que peut-être on se quitte. Oui, juste avant de parler des autres horizons, je partage l'avis d'Aurélie effectivement sur la problématique avocat-magistrat, mais la vraie question qui se pose peut-être, c'est de savoir quelle est la place que notre pays donne à la justice. Il y a une étude qui a été faite par le Conseil de l'Europe qui a comparé la justice dans chacun des pays européens. Et il se trouve que systématiquement, la France, sur chacun des postes analysés, est en dessous de la moyenne européenne. Mais ça va même plus loin. C'est que quand on compare à l'Allemagne, qui est un pays à peu près comparable au nôtre en termes économiques, la France consacre 69,50 € par habitant à la justice, quand l'Allemagne investit 131 €, c'est-à-dire le double. Mais je vais plus loin et ça va directement avec le sujet qu'on veut évoquer, c'est-à-dire que le nombre de magistrats dans les pays, que ce soit en Italie, en Allemagne, il y a 24 magistrats pour 100 000 habitants, là où en Italie, il y en a 11,6, en Espagne 11,5, en France, on est à 10,9. Les procureurs de la République, c'est pareil, mais les avocats, et là j'en viens directement à notre thème, l'Italie, c'est 388 avocats pour 100 000 habitants, l'Espagne, c'est 304 avocats pour 100 000 habitants, l'Allemagne, c'est 198 avocats pour 100 000 habitants, la France, 99 avocats pour 100 000 habitants. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie question, c'est quelle est la place que l'on donne à la justice dans notre pays, quel est le budget qu'on consacre et qu'on veut consacrer à la justice, c'est un premier thème. Et puis le deuxième thème, c'est celui de la position de l'avocat. On voit qu'en fait, on est très peu nombreux par habitant par rapport aux autres pays européens. Et je ne parle pas de l'Angleterre, des États-Unis et d'autres pays où l'avocat participe complètement au processus législatif, au lobbying, etc., etc. Donc il y a une place de l'avocat qui est importante. Cela étant dit, pour venir effectivement à la question de comment transitionner vers une autre profession, déjà il faut déjà se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas avoir une place dans cette profession, une place au travers, en choisissant, comme je le disais tout à l'heure, son identité, en choisissant sa spécialité, sa compétence grâce à de la formation, et les réseaux sociaux permettent aujourd'hui de vraiment faire un sillon lorsque on voit quelqu'un qui sans cesse communique sur le même thème en permanence, on finit finalement par le connaître et le reconnaître dans un certain nombre d'activités. Donc la formation, et ça, l'ordre, le FB, aujourd'hui on a des tonnes de formations payantes, mais vraiment à des prix très très abordables, voire parfois gratuites, au travers des commissions ouvertes qui sont offertes. Donc il y a une offre de formation qui est donnée, qui est importante, et il faut vraiment que les avocats se forment. Tout à l'heure, je parlais du barreau entrepreneurial avec Laurent Semelin, qui s'occupe du barreau entrepreneurial, qui permet également d'ouvrir les avocats, de faire des bilans de compétences. De manière à ce que l'avocat fasse à un moment donné un bilan, comme le font les salariés en entreprise, de ses compétences, car aujourd'hui, il ne faut pas le diplôme d'avocat est un diplôme qui est recherché. La profession, l'exercice de cette profession est quelque chose de recherché. L'avocat est conçu comme quelqu'un qui est un travailleur, qui s'intéresse, qui s'implique, qui défend, et donc c'est une profession, contrairement à ce qu'on pense, qui est très recherchée dans un certain nombre, dans les entreprises. Donc, au moment où on peut faire, et pour les avocats qui souhaitent un bilan de compétences, c'est possible de faire ce bilan de compétences et d'être accompagné avec du coaching pour voir si, effectivement, on peut avoir cette place. Et moi, je suis convaincu qu'on doit avoir cette place et on doit avoir encore plus d'avocats qu'on en a aujourd'hui, et on le voit par rapport aux autres pays européens, c'est tout à fait possible. Mais si jamais ça n'est pas possible, parce qu'effectivement, être avocat, c'est pas seulement être un bon juriste, être bien formé, c'est aussi être un homme d'entreprise, savoir avoir des clients, savoir facturer, savoir encaisser, et c'est pas toujours facile et évident pour tout le monde. Et donc là, il y a une possibilité de transition vers le monde de l'entreprise. Et il n'y a rien d'infamant, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, où on voit de nombreux confrères qui vont du monde de l'entreprise au monde des avocats, du monde des avocats au monde de l'entreprise, de l'un à l'autre, sans aucune difficulté, bien au contraire, en valorisant justement leur exercice d'avocat pour pouvoir exercer au sein de l'entreprise. Donc, il faut s'ouvrir en fait
et ne pas imaginer, comme on disait, comme tu disais tout à l'heure, Julie, ou il y a une trentaine d'années, en fait, une sorte de sacralisation, et si on perdait la profession d'avocat, on était un peu déchu. C'est terminé, c'est fini, quoi. Arrêtons. Aujourd'hui, il y a la possibilité de s'ouvrir vers d'autres professions, de devenir magistrat avec, j'espère, une ouverture encore plus importante aux avocats, la possibilité de devenir magistrat. Je pense qu'on manque de magistrats, on a besoin de magistrats et des avocats qui ont déjà une expérience d'avocat. Je pense que c'est une bonne possibilité pour eux de devenir de bons magistrats par la suite et il faut essayer d'ouvrir ce canal aux avocats, celui d'être magistrat. Mais on sait qu'on peut aussi exercer la profession d'avocat en étant agent immobilier, en étant agent sportif. Alors, je pense que c'est pas forcément évident. Hein, c'est pas forcément évident. On vit. Un client me disait, vous avez un écosystème. C'est vrai que quand on exerce une profession d'avocat, on a un écosystème. Je fais du contentieux, on a nos huissiers, nos experts, on a notre environnement, si je puis dire, nos clients, nos réseaux qui nous permettent d'avoir de la clientèle. C'est vrai que quand on devient agent, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes écosystèmes, c'est pas le même environnement. Donc il faut, sauf si on travaille et qu'on est vraiment impliqué dans ces domaines-là. Donc il faut faire attention. La conversion l'un vers l'autre ou la double casquette est pas forcément évidente à gérer. Certains y arrivent très bien, mais c'est pas forcément quelque chose qui est très facile. Mais ça existe. Et ce sont des choses qui n'existaient pas auparavant. Donc j'ai tendance à dire, ce sont des ouvertures qui ont été faites et qui sont aujourd'hui des choses qui sont offertes aux avocats aujourd'hui. Donc pour conclure, en fait, il y a encore un grand avenir pour les avocats. J'en suis convaincu et il suffit de voir la comparaison avec les autres pays européens comme je viens de le faire au travers de cette étude pour voir qu'il y a encore une place pour les avocats. Mais pour ceux qui n'y trouvent pas leur place, il y a fort heureusement plein de places ailleurs. Et c'est ça qui est formidable, sans pour autant d'ailleurs qu'ils ne puissent pas revenir. C'est-à-dire que ces avocats peuvent aller ailleurs et revenir, et on le voit chez un grand nombre de confrères. Il suffit de lire les revues qui nous parlent des mercatos réguliers entre les cabinets, mais également entre le monde de l'entreprise et le monde des avocats. Et les avocats sont des merveilleux entrepreneurs et on le voit au travers de ce que rappelait Julie tout à l'heure, effectivement, des entreprises d'Internet où il y a beaucoup d'avocats qui sont présents dans les legal tech et dans la création de legal tech aux côtés des legal tech existantes. Alors, tu disais un fonds, ça va faire frémir, pourquoi pas? C'est une idée, je trouve, très intéressante et en tant que trésorier, je trouve que c'est, ou en ex-trésorier et membre de la commission des finances, c'est un projet que je soutiendrai bien parce qu'effectivement, pourquoi pas? Autant je ne suis pas très favorable au développement par l'ordre de services technologiques parce que ça demande d'importants fonds et l'ordre n'est pas forcément outillé pour ça, mais participer financièrement à des développements et avec des participations, ça peut être une idée qui mérite d'être creusée et analysée et peut-être entreprise après analyse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. C'était absolument passionnant ces interventions. On a commencé sur un constat de crise. On peut terminer sur une note quand même effectivement d'optimisme. Je crois que notre constat à tous est le même, c'est qu'on a besoin de droit. Il va y avoir de toute façon dans les mois, les années qui viennent, un besoin de droit qui va croître. Et que donc on n'était pas complètement à côté de la plaque avec notre cri de ralliement force droit, parce que c'est ça qu'on a voulu dire. C'est qu'effectivement, il faut restaurer la place du droit, qu'il faut restaurer la place de la justice, on en a parlé, la justice doit devenir un champion prioritaire de l'État qu'elle n'est pas aujourd'hui, et c'est donc force au droit, force aux avocats. Bravo à tous. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Au revoir.